Beaucoup de divorces se font aujourd'hui pour différentes raisons, parmi lesquelles l'insatisfaction sexuelle. D'ailleurs, selon les statistiques, elle est responsable de l'infidélité d'au moins 50% d'hommes. Notons aussi qu'elle est source d'incompréhension dans beaucoup de foyers. Cela nous pousse à nous poser les questions que voici. Comment se manifeste-t-elle? Quelles en sont les causes et comment y remédier? C'est cet ensemble de questions que nous allons aborder avec le révérend Francis Tinona. Dans la première partie de ce thème, nous avons défini la satisfaction sexuelle et nous sommes allés jusqu'à voir les manifestations de l'insatisfaction sexuelle. Et dans cette seconde partie, nous allons donc aborder les causes de l'insatisfaction sexuelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous constatez la présence du révérend pasteur Francis Tinona. Pasteur Francis, bonsoir. Bonsoir. Dans cette seconde partie, nous voulons commencer directement par les causes. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de l'insatisfaction sexuelle? Alors, il y a plusieurs causes comme ça qu'on peut épingler à l'origine donc de l'insatisfaction sexuelle. Il y a le fait qu'on manque d'expérience dans la vie sexuelle. Donc, on a affaire à un couple qui tous les deux s'engagent dans la vie ensemble, la vie à deux, mais ils n'ont jamais eu d'expérience sexuelle auparavant. Cela peut donc être cause d'insatisfaction sexuelle parce qu'on a une inexpérience en la matière, on ne s'y connaît pas, on ne sait pas comment s'y prendre. Il y a le fait que le couple ne connaît pas, donc chaque individu ne connaît pas, chaque individu du couple ne connaît pas son propre corps parfaitement, donc la connaissance de soi est inachevée. Et chaque individu ne connaît pas forcément le corps de son partenaire. Et donc, on a du mal à trouver son rythme, on a du mal à trouver ses marques au fur et à mesure qu'on est donc ensemble dans la vie à deux. Et ça peut être cause donc d'insatisfaction sexuelle. On peut aussi vivre une insatisfaction sexuelle suite au caprice de l'un des partenaires. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme qui manifeste des caprices. La femme, par exemple, pour dire tout le temps « je suis fatigué », parce que quand l'homme rentre du travail, trouve sa femme à la maison, et quand il a besoin d'elle, la femme trouve toujours qu'elle est fatiguée. On peut donc également vivre une insatisfaction sexuelle lorsque on a affaire à un partenaire qui accepte l'acte amoureux juste pour faire plaisir à l'autre, mais sans pourtant en avoir le cœur lui-même. Donc il n'a pas le cœur à ce qui va se faire. Il y aura donc insatisfaction sexuelle. L'insatisfaction sexuelle peut aussi être provoquée par la distribution des notes à la fin d'un débat. Donc on dit, oh non, aujourd'hui c'était bon, c'était 7 sur 10, aujourd'hui ce n'était pas bon, c'est 1 sur 10. Alors quand on donne des notes comme ça, que ces notes soient bonnes ou mauvaises, surtout lorsqu'elles sont mauvaises, ça peut donc mettre le partenaire dans une certaine sphère de limite où le partenaire va se dire, attention, je ne sais pas si aujourd'hui je serai à la hauteur comme la dernière fois. Est-ce qu'aujourd'hui je pourrais faire mieux que dernièrement? Est-ce qu'aujourd'hui je ne serai pas plus bas que je l'ai été dernièrement? Donc on ne doit pas se donner des notes comme ça. Donc voilà un ensemble comme ça des éléments qui peuvent être cause d'insatisfaction sexuelle. Il y a aussi des problèmes de santé. Et vous avez le cas de la frigidité dont la femme ou l'homme peut souffrir. La femme peut souffrir de frigidité si elle a été victime d'une violence sexuelle dans son enfance. Et cette frigidité, donc ce manque de plaisir, ce manque de goût de l'acte amoureux, peut faire qu'elle ne s'y donne pas, donc elle n'en retire aucun plaisir, mais elle peut aussi donc de cette façon-là communiquer ce manque de plaisir à son partenaire. Parce que justement quand vous faites quelque chose à deux et que l'un de vous n'en a pas le cœur, ne ressent rien, ça se fera donc sentir. Il y a ça. Il y a aussi des problèmes de santé un peu plus poussés dans le cadre où il s'agit de maladies plutôt somatiques. La femme a un problème au niveau de son corps, la femme a au niveau de son corps de femme, je voulais dire, donc elle a un problème de santé. Et ce problème de santé l'empêche de pouvoir trouver du plaisir avec son mari. En cas de coït, elle a souvent mal. Alors, elle a du mal à satisfaire son partenaire et elle-même aussi à tirer satisfaction de l'acte amoureux. Il y a aussi des douleurs que la femme peut ressentir lorsqu'elle reçoit le liquide séminal venant de son mari. Et ça, ce sont des cas qui sont vécus dans le foyer, où l'acte est là, la femme jusque-là supporte, mais au moment où le mari doit donc envoyer son liquide masculin, et là,
elle a vraiment mal. Alors elle sent un mal qui peut vraiment friser la torture. C'est assez paradoxal, ce genre de choses. Donc voilà un ensemble de choses comme ça, de façon ramassée, que nous pouvons donc prendre pour indiquer qui peuvent être cause d'insatisfaction sexuelle, sans oublier une autre chose très importante, la routine dans l'acte amoureux. C'est-à-dire, on fait toujours de la même façon, tous les jours et au même lieu. Et cette routine-là finit par tuer l'acte amoureux. Voilà un peu. Je vais me permettre d'épingler quelques éléments. Pasteur, est-ce que le manque d'amour dans un foyer, les mariages forcés, je vais aussi aller jusqu'à dire les mariages par intérêt, peuvent être aussi cause de l'insatisfaction sexuelle? Forcément, parce que quelque part, pour que l'acte amoureux puisse être bon, il faut qu'il y ait un élan de cœur de part et d'autre. Il faut que le cœur y soit. Mais comment le cœur y sera si je n'aime pas cet homme qui est avec moi, si je n'aime pas cette femme qui est avec moi? Le cœur n'y sera pas. Donc, s'il y a un mariage forcé, alors c'est un mariage à contre-cœur. Vous n'avez pas aimé ce mariage, on vous l'a imposé. C'est un mariage imposé. Le cœur ne sera donc pas présent, ne sera pas au rendez-vous de l'acte amoureux. Donc, si vous vous retrouvez dans un couple avec un homme ou une femme, mais au fur et à mesure que votre couple évolue, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. Vous ne vous aimez pas, vous ne vous aimez plus, vous ne vous supportez plus. Et dans ces conditions-là, le cœur ne sera donc pas au rendez-vous de l'acte amoureux. Donc le cœur n'y sera pas, et il n'y aura donc pas de satisfaction sexuelle. Donc ça va de soi. Alors, Francis, vous venez là de mentionner quelques causes qui nous permettent donc finalement de faire asseoir notre émission selon les différentes causes, selon les différents cas que vous avez évoqués, que ce soit des viols, que ce soit des frigidités. Et vous aviez dit au cours donc de notre émission précédente que cette émission, ou plutôt ce thème, est un tabou dans nos maisons, qu'il fallait en parler. Comment s'y prendre pour amener le sujet sur la table, surtout lorsque vous avez un partenaire hargneux? Alors déjà, le fait d'accuser son partenaire de vaurien n'est pas une chose Ça se dit couramment, hein, ça se balance, tu ne vaux absolument rien, tu ne fais rien. Vraiment, ce n'est pas une chose à laquelle nous devons donc nous livrer, parce que ça tue justement le couple, ça tue la relation à deux, ça va même tuer l'acte amoureux lorsque vous aurez besoin d'un débat. Et vous verrez que les disputes en longueur de journée, le climat malsain dans la maison, vont également avoir raison sur votre acte amoureux, ce qui fera que l'acte ne sera pas bon, l'acte sera juste de la formalité, il n'y aura rien à y retirer. Donc de la même façon, on ne doit pas insulter son partenaire, on ne doit pas traiter son partenaire de vaurien. Par contre, il faut accompagner son partenaire là où vous trouvez en lui des manquements. Vous soulignez ces manquements et vous l'accompagnez. Il s'agit donc de parler à son partenaire gentiment, tout en sachant que c'est un couple que vous formez et vous êtes un foyer, vous avez besoin d'aller de l'avant, et pour aller de l'avant, on doit construire et construire ensemble. Alors vous parlez à votre partenaire, vous faites remarquer que votre acte, ou plutôt vos moments intimes seront plus bénéfiques s'il y avait ceci et cela qui était donc amélioré. C'est de cette façon-là qu'on doit donc présenter la chose afin qu'elle ne paraisse pas comme une insulte aux yeux et aux oreilles de votre partenaire. Je vais prendre le cas d'une femme qui se retrouve dans un foyer où l'homme la bat tout le temps, où vous avez un mari qui est dur d'oreille, on va le dire comme ça. Comment doit-elle s'y prendre? Est-ce qu'elle doit passer par des personnes interposées ou bien doit-elle forcer la main? J'ai toujours dit qu'un foyer sans un pasteur, c'est vraiment une chose très difficile. Vous verrez vous-même que vous aurez des difficultés. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle les témoins de mariage qui ont, entre guillemets, la mission d'accompagner les mariés tout au long de leur vie de couple. Mais qu'est-ce que vous pouvez retirer d'un témoin de mariage qui lui-même n'a pas suffisamment de maturité, qui lui-même n'a pas suffisamment d'expérience et surtout qui n'a pas un certain côté spirituel assez poussé? On aura du mal à retirer grand-chose d'un tel témoin de mariage. Et ensuite, il y a aussi la personnalité de ce témoin de mariage. S'il ne représente pas une certaine figure et donc une certaine influence, un charisme, une certaine importance pour le couple,
il y aura vraiment beaucoup de difficultés que ce témoin puisse apporter quelque chose au sein de ce couple. Et c'est pourquoi nous avons toujours des problèmes à la cité. Or, avec un pasteur, je voulais dire, le problème ne se pose en fait pas. Parce que, par définition, le pasteur fait déjà office d'autorité au sein du couple. Et donc, quand il arrive, et le mari et la femme prennent déjà la posture d'écoute devant le pasteur. Et il peut passer le message pour qu'il soit suffisamment sage, suffisamment outillé pour faire ce travail. Il peut alors passer le message et alors aider vraiment les gens. Voilà ce qu'il faut donc retenir par rapport à cela. Et à quel moment souligner ce problème, Pasteur Francis, parce que tout au long de notre émission, alors, nous l'avons... maintenant, il faut noter que, sans vous interrompre, que quand l'homme est menaçant, quand l'homme est tout le temps en train de battre sa femme, quand l'homme pense que la seule façon de résoudre les difficultés au sein du couple, ou alors de faire que sa femme lui cède son corps, c'est de la battre, il y a là un autre problème de couple que vous êtes en train d'épingler. Parce que ce comportement s'appelle un comportement de fuite. Donc l'homme cache de vrais et graves problèmes par la battue. Il bat sa femme pour ne pas avoir l'occasion de mettre sur la table les vrais problèmes qui causent en lui une insatisfaction, qui causent en lui la nuit et donc le mécontentement. Donc c'est un autre problème là que nous avons, c'est un problème très très profond, très délicat. Donc il cache un problème plus sérieux. Ce comportement est un comportement de fuite. L'homme est en train de fuir sa véritable responsabilité. Il faut donc dire qu'en fait, il était plutôt censé parler à sa femme, parler avec sa femme, dialoguer avec sa femme plutôt que d'adopter un comportement de fuite. Vous parlez de dialogue. À quel moment donc dialoguer? Est-ce que c'est au moment où l'on décèle l'anomalie ou bien il faut attendre que le mal mûrisse? Non, il n'est pas question d'attendre que le mal mûrisse. Il n'est pas non plus question de parler au moment où vous avez décelé le problème automatiquement. Non, il faut plutôt simplement choisir le moment où les esprits sont plutôt apaisés et où l'on peut avoir une discussion franche. C'est en ce moment-là que l'on peut parler. Mais quand vous sentez que l'autre est encore fermé, ou bien que l'autre n'est pas à même de parler, il n'est pas dans la disposition qu'il faut pour parler, il est peut-être fâché, il est peut-être mécontent, il est peut-être dans un certain état, on va même dire simplement, pour faire simple, de maladie, on ne va pas parler en ce moment-là. Il faut attendre un moment meilleur pour pouvoir parler. Parce que si vous attendez que le problème mûrisse, le problème peut avoir des ramifications plus importantes, plus étalées, et vous aurez tout le mal du monde à pouvoir corriger ce problème en ce moment-là. Donc, on n'attend pas plus tard. On n'est pas obligé aussi de le faire plus tôt. Non, on doit juste attendre que les esprits soient vraiment apaisés, que le climat soit le bon pour pouvoir avoir une discussion franche. Alors, au moment de l'acte, pasteur, il arrive que l'on ne se sente pas à l'aise, que l'on ne sente pas son conjoint. Est-ce qu'il est permis de le dire de sitôt, pendant que vous êtes en plein acte, ou bien il faut attendre que l'acte prenne fin et le dire, donc le faire savoir à votre conjoint? Pendant l'acte amoureux, j'ai dit que chaque couple doit ressembler à lui-même. Je l'ai dit dans la précédente émission. J'ai aussi dit que chaque couple doit avoir et prendre ses propres marques. Donc, il n'est pas question de faire du copie-coller. Hein, des comparaisons. En prenant ce que vous voyez dans le cinéma ou ce que vous voyez dans un autre couple, vous appliquez chez vous. Non, il n'est pas question de faire cela. C'est donc au moment de l'acte amoureux que se construit la véritable philosophie de la sexualité d'un couple. C'est au moment de l'acte amoureux que se construisent les marques de la sexualité au sein de ce couple-là. C'est donc au moment de l'acte amoureux qu'on va donc corriger notre façon de faire dans ces moments intimes. Qu'est-ce qui se fait donc? Quand vous êtes en plein acte, il suffit simplement de dire à votre mari ou à votre femme, j'aurais aimé que vous fassiez ceci. Juste une petite allusion. Pas un commandement, mais un souhait. Vous émettez juste le souhait. Et chaque membre du couple doit être assez capable de discerner que ce souhait signifie un besoin profond. Et donc, si ce souhait n'est pas satisfait, ça va traduire un malaise et donc une insatisfaction sexuelle qui va donc s'installer et qui, perdurant, peut aboutir à des conséquences plus graves.
Voilà comment cela doit se faire. Donc c'est au moment où vous êtes en plein acte amoureux que vous allez donc le dire à votre mari. Alors en le disant, je le souligne, il va s'agir là d'une simple sollicitation et non pas d'un commandement. Vous n'allez pas donner l'ordre, touche-moi ici, fais-moi ceci, fais-moi cela. Si vous prenez ce ton-là, vous tuez l'acte amoureux qui était censé être un acte de tendresse, un acte d'amour, un acte où tout se fait dans la douceur. Donc ça doit être une simple sollicitation. Et parfois même si c'est un acte qui doit être posé, vous prenez la main de votre conjoint et vous mettez là où vous voulez et vous essayez même de faire des mouvements à sa main pour qu'il comprenne ce que vous voulez vraiment. Et au fur et à mesure, dans un couple, cela doit s'incruster dans les pensées des uns et de l'un et de l'autre pour que finalement, aux prochaines occasions, vous savez déjà ce qu'il faut faire en fait. Mais si vous avez un partenaire qui n'accepte pas, on va dire reproche, hein, on va prendre ça comme ça, qui n'aime pas ces genres de reproches, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? La vie à deux n'est pas possible quand on ne peut pas accepter un reproche venant de son partenaire. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, la vie à deux n'est pas possible. Donc vous n'êtes pas fait pour vivre avec une femme, vous n'êtes pas fait pour vivre avec un homme, alors trouvez-vous une cabane quelque part où vous pouvez vivre seul. Une femme, vous l'avez dit, Pasteur Francis, pouvait être victime donc d'un viol, ce qui était cause de frigidité, ce qui était cause donc de phobie ou de dégoût pour le sexe. Ainsi, comment amener une telle femme à sortir de cet isolement? Alors, lorsqu'une femme est victime d'une... Surtout si ce viol, elle ne l'a pas vécu avec le mari ou le conjoint qu'elle a dans son foyer. Alors, lorsqu'une femme souffre de frigidité, en général, la frigidité est due à la violence sexuelle. Violence sexuelle que l'on a subie soi-même ou que une personne de votre entourage a subi et dont vous êtes au courant. Et alors, ça met la jeune fille, qui va devenir finalement une femme, dans une condition où elle a de l'aversion pour l'acte amoureux, elle a de l'aversion pour le sexe. Elle ne veut plus. Et elle est fermée. Maintenant, la vie sociale obligeant le mariage, la voilà qui se marie quand même. Mais elle vient dans le foyer avec ce problème. J'ai toujours dit, et je le dis souvent lorsque j'aborde les questions de mariage en pleine église ou sur vos plateaux de télévision, que lorsque un homme épouse une femme, il est important que cet homme connaisse un peu l'histoire de la vie de cette femme. Parce que ça permet à cet homme, surtout quand il y a eu des difficultés dans la vie de cette femme-là, des difficultés, ça permet donc à cet homme de savoir avec quel genre de personne il est en train de se mettre ensemble et donc quel va être l'apport de cet homme vis-à-vis de cette femme. Quand une femme a subi comme ça des violences dans son passé, il faut qu'elle en parle pour qu'elle en sorte. Si elle n'en parle pas, elle n'en sortira pas. Il n'y a pas un seul médicament vendu en pharmacie pour vous sortir de la frigidité. Ça n'existe pas. Aucun médicament au monde n'existe pour soigner la frigidité. Le seul médicament qui soit, c'est le dialogue. Il faut parler. Il faut que cette femme s'ouvre et parle. Mais comment sera-t-elle amenée à s'ouvrir et à parler si elle n'a pas en face d'elle quelqu'un en qui elle peut avoir confiance? Donc, il faut que cet homme, qui est le mari de cette femme, mette cette femme en confiance, arrive à inspirer de la confiance en cette femme-là, pour que justement cette femme soit capable de lui livrer les choses qui ont vraiment marqué sa jeunesse et qui lui ont fait beaucoup de mal et qui aujourd'hui sont en train de se manifester, on va même presque dire de s'infecter dans sa vie, parce que c'est des plaies qui, à la suite des temps, finissent par s'infecter. Alors, elle va parler, non, dans ma jeunesse, j'avais connu un viol, voilà, ça s'était passé comme ceci. Le fait déjà de prendre le courage d'en parler est déjà un premier pas vers la libération. C'est un premier pas vers la sortie de cet isolement. Et ensuite, l'homme à qui elle parle, donc son mari, doit être assez capable pour toucher au plus profond de son cœur cette femme-là, pour l'aider à sortir de cet isolement, en lui montrant que elle a peut-être connu une difficulté, mais ce n'est pas la fin de la vie. Elle a peut-être connu une blessure, mais ça peut se cicatriser, ça peut se reconstruire. Donc, elle va amener cette personne vers la reconstruction. Et la reconstruction va passer par le fait qu'il faut faire comprendre à cette femme qu'elle a de la valeur, qu'elle a de l'importance et que la difficulté qu'elle a connue n'enlève rien de tout ce qu'elle a comme valeur. Et ça,
il faudra aussi que cet homme lui-même montre son intérêt pour sa femme en lui disant que, en tout cas, je t'aime et je t'ai toujours aimé. Et je crois que même ce que tu viens de m'expliquer là, c'est un détail tout à fait banal qui ne peut pas faire que je puisse cesser de t'aimer. Au contraire, regarde. Alors, il commence à souligner les traits de caractère de cette femme-là qui sont tout à fait vrais, qui sont tout à fait visibles et qui vraiment émeuvent toujours cet homme. Il se met à souligner ces différents traits de caractère pour redonner du courage, pour redonner du moral à la femme. Et quand une personne comme ça retrouve du moral, se sent considérée, sinon reconsidérée, alors la vie reprend. Or, pasteur, vous conviendrez avec moi que souvent dans les foyers, pasteur aussi peut le faire. Vous avez des hommes qui sont prêts à aller dehors à la moindre apparition d'une insatisfaction sexuelle. Donc, ils ne prennent pas le temps de comprendre ce qui se passe chez l'autre pour aller donc trouver refuge ailleurs. Surtout pour un problème de viol tel que vous venez de l'évoquer, pasteur Francis, les hommes prennent ça beaucoup plus comme un mal. C'est-à-dire qu'un mal, et ça devient comme l'objet des insultes pour sa femme, alors que la pauvre voulait bien en sortir de cet état, et le voilà, monsieur, en train de prendre donc finalement comme sur un tremplin pour lui permettre même d'aller dehors, parce que sa femme n'aurait aucune valeur, elle a d'abord été salie, et ainsi de suite. La femme que vous avez épousée a eu un passé. Même si ce passé n'a pas été très glorieux, mais elle a eu un passé. Vous aussi, vous avez eu un passé. Vous avez eu des relations dans le passé qui se sont arrêtées brusquement, qui se sont brisées pour les raisons que vous connaissez. Donc, s'il était demandé à la femme de dire oui ou non à un homme par rapport à son passé, il y a aussi beaucoup d'hommes qui se verraient être refusé. Un refus. Donc, on ne doit pas prendre les choses de cette façon. Quand vous avez aimé une femme, vous l'avez aimée. Vous vous arrêtez là. Son passé ne compte plus. Voyez-vous? Donc, c'est de cette façon-là que les choses doivent donc être prises. Et en se mettant à deux, cela signifie, je dis bien signifie, que nous avons choisi de passer notre vie ensemble et donc de mutualiser nos expériences, de mutualiser nos vies. Et ce faisant, chacun doit être le soutien de l'autre et chacun doit être l'accompagnement de l'autre dans la vie. Il y aura des difficultés dans la vie de l'un, ou plutôt il y a eu des difficultés dans la vie de l'un ou dans la vie de l'autre. On les découvre aujourd'hui. Ces difficultés peuvent encore avoir des impacts, sinon des influences dans la vie présente. Et celui qui est à côté de celui ou celle qui a subi ces difficultés doit alors assurer l'accompagnement. Quand il n'en a pas les capacités ou ne s'en voit pas les capacités, on se réfère à un sociologue, pour les pays où il y a des sociologues qui travaillent de façon normale, ou on se réfère à un pasteur, pour les pays africains par exemple, les nôtres où le cadre social ne fonctionne pas toujours très bien. Donc les pasteurs peuvent très bien assurer cet accompagnement-là. Voilà un peu ce qui peut en être. Mais si vous avez en face de vous un homme qui est victime de l'impuissance sexuelle, que doit faire la femme pour essayer de satisfaire ses besoins sexuels? Quand vous êtes en face d'une impuissance sexuelle, il faut donc essayer de voir plusieurs aspects. Premier aspect, est-ce que cette impuissance sexuelle était constatée avant le mariage? Si c'était constaté par le malade avant le mariage, alors il a donc caché cette vérité à son partenaire, donc à sa femme. Conclusion, ce mariage-là est faux. Devant Dieu, cet homme a fait à cette femme un faux vœu. Et pourtant, il a de l'amour envers la femme. Il peut avoir de l'amour, mais il aurait dû dire la vérité au départ pour que la femme sache à quoi s'en tenir. Donc, il a fait un faux vœu pour avoir caché une donnée aussi importante de la vie du couple à cette femme. Ou alors, il y a une impuissance sexuelle qui se manifeste dans le foyer, mais cette impuissance se manifeste après que le mariage ait été contracté. Donc, au début du mariage, on n'avait pas ce problème. Exact. Ce problème apparaît après. Alors, la femme doit accompagner son mari jusqu'à ce que son mari retrouve la santé. Par la médecine, par la prière, elle accompagne son mari. Et en ce moment-là, pour vivre sa sexualité, on va vivre une sexualité qui ne sera peut-être pas complète, parce qu'il n'y aura pas le côté coït, le côté copulation, ça n'existera pratiquement pas, mais on peut toujours vivre une sexualité jusqu'à connaître des orgasmes par le simple fait des préliminaires. Donc ce sont les préliminaires qui prennent toute la place de l'acte amoureux. Donc on vit sa sexualité par des simples caresses, et on pousse ces caresses plus loin, je ne veux pas trop m'étendre, vous comprenez, et ça va donc
amener jusqu'à l'orgasme. Oui, jusqu'à l'orgasme. Les deux vont arriver à l'orgasme, les deux partenaires. Il suffit de savoir simplement s'y prendre. Il y a des gestes simples qui peuvent être adoptés, qui peuvent être pratiqués, et on va arriver à l'orgasme chez la femme, à l'orgasme chez l'homme. Maintenant, il y a aussi le fait que l'impuissance sexuelle était constatée avant que le mariage ne soit contracté. La femme en est informée après, et elle peut décider d'arrêter avec son mari, parce qu'il y a un faux vœu qui est là, tout comme elle peut décider de continuer avec son mari pour l'accompagner jusqu'à la guérison. Et donc, voilà comment ils vivent leur sexualité. Ils vivent leur sexualité telle que je viens de le mentionner. Vous avez dans certains couples un monsieur qui dit à sa femme « on fait ». Donc, il n'y a pas de préliminaire, il n'y a pas de caresse, mais on dit directement à la femme « on fait ». Et donc, c'est à la femme de savoir ce qu'il faut faire. Est-ce que vous pensez que cette sorte de vie peut aller loin? Bon, je ne voudrais pas jeter le blâme sur les hommes qui parlent comme ça, ni même essayer ici de peindre négativement le foyer qui vit de telles choses, parce qu'il faut toujours essayer d'analyser les situations. Vous voyez, nous sommes dans la société africaine, et moi j'ai toujours considéré que la société africaine est une page vierge sur laquelle tout doit s'écrire, et tout doit s'écrire maintenant. Donc nous, vous et moi, et ainsi que tous les autres, nous sommes les acteurs du moment qui doivent écrire sur cette page vierge de la société africaine. Alors, vous savez vous-même que la question sexualité est une question taboue dans la société africaine. Donc, ce jeune homme a grandi avec un vide total en ce qui concerne la sexualité. Donc, il ne s'y connaît pas. Il ne connaît pas qu'est-ce qu'on appelle la tendresse, il ne connaît pas qu'est-ce qu'on appelle la douceur, il ne connaît pas qu'est-ce qu'on appelle même l'acte amoureux. Il ne sait même pas qu'en fait ça s'appelle un acte amoureux. Ils utilisent plutôt d'autres termes. Si vous le permettez, j'allais plutôt prononcer ici, mais ils ont plutôt d'autres termes qu'ils emploient pour parler de l'acte amoureux. Mais en fait, on ferait beaucoup mieux de parler de l'acte amoureux plutôt que de parler d'utiliser les termes qu'on entend. Et donc, vous voyez qu'il y a un handicap du côté information, du côté éducation en ce qui concerne la sexualité. L'éducation sexuelle de jeune homme africain est complètement nulle. Même dans les couples qui sont mariés, ça fait 20, 30 ans, et qui vivent ensemble, ça fait 20 ans, 30 ans, ils sont ensemble depuis longtemps. Mais la sexualité est complètement bancale. C'est pourquoi la plupart de nos parents ont eu des relations extra-conjugales. Donc des cas d'adultère, des cas de polygamie, donc de seconde épouse, de troisième épouse même, voire. Pourquoi? Parce que justement la sexualité est malade au sein du couple. Parce qu'au départ, ils n'ont pas l'information qu'il faut. Au départ, ça dit que dans le cadre familial même. Oui, quand ils grandissaient, la société ne les a pas vraiment accompagnés pour qu'ils aient l'information qu'il faut. Alors, en ce moment-là, c'est pour tout ça justement que les églises en fait doivent faire un travail, les églises en particulier. S'il faut déjà aborder, puisque nous sommes ici des acteurs qui doivent écrire sur la page vierge de l'histoire africaine, qui c'est qui dans un foyer doit amener cette instruction-là? Et ce papa et ce maman, et selon les différents... Dans le foyer, selon les genres que nous avons... Normalement, papa se charge des jeunes adolescents et maman se charge des jeunes adolescentes. C'est-à-dire la jeune fille, une fois dans l'adolescence, c'est maman qui s'en occupe et le papa aussi s'occupe des garçons. À partir de la puberté? L'adolescence, oui, naturellement. Mais vous allez vous occuper de qui? De vos enfants. Mais pour s'occuper de quelqu'un, il faut quand même avoir un certain bagage. Pourquoi ceux qui nous enseignent à l'école doivent d'abord apprendre la pédagogie? Ils ont les notions, mais ils doivent faire la pédagogie pour ensuite aller enseigner. Parce que sans bagage, vous ne pourrez rien faire. D'abord, il y a la pédagogie, c'est vrai, mais il y a aussi l'information elle-même, le bagage. Si vous n'en avez pas, vous allez donner quoi? On ne peut donner que ce qu'on a. Or, la plupart dans les foyers n'ont rien. Il n'y a qu'à voir comment les mamans... Je vois par exemple les mamans là, les jeunes mères, quand elles se promènent dans les rues avec leurs enfants, seulement la manière dont elle tient son enfant, vous sentez tout de suite que cette maman n'a rien d'une mère. Elle ne connaît rien. C'est une jeune fille qui s'est retrouvée comme ça, accidentellement enceinte, et qui a donc porté un fruit, un enfant qui est là, mais elle ne connaît rien de ce que c'est que d'être une mère. Et alors, aller poser la question sur la sexualité, c'est pire. Contrairement à ce qu'il paraît. Apparemment, la cité, quand on voit les jeunes filles en train de dandiner ça et là, vous avez l'impression qu'elles connaissent grand-chose sur la question. Au fond, rien. Elles ne connaissent rien. C'est triste. Elles se livrent, mais elles ne connaissent rien de l'acte amoureux. Je vous dis la vérité.
Pasteur Francis, merci. C'est moi. C'est la fin de cette émission. On se retrouve prochainement pour la suite de ce thème.